Je m'appelle Jonathan Ellis. Je viens des États-Unis, à Texas. Alors, je vous demande de la patience avec mon français. Si vous pouvez me montrer les mains, qui a déjà essayé Cassandra? Et qui l'a déployé en production? D'accord. Alors, je vous préviens que si vous la déployez en production, vous allez peut-être vous ennuyer un petit peu parce que cette présentation, c'est plutôt une introduction. Alors, ayez de la patience avec moi, s'il vous plaît. Bien, je travaille sur Cassandra pour 5 ans à Apache. Cassandra sort de Facebook, mais il est vite devenu un système de base de données générale, c'est-à-dire pas limité au workload des social media. Alors jusqu'à maintenant, il y a des centaines d'applications Cassandra en production qui exigent la haute performance, la disponibilité et aussi la scalabilité. Voilà. Je vais en parler de quelques-uns de ces applications représentatives. Alors, le premier de ces applications, c'est le eBay, qui a choisi Cassandra pour plusieurs raisons. Parmi eux, un des plus importants, c'est qu'ils ont évalué Cassandra et ils ont trouvé que ça marche très bien avec les données time series. Alors, c'est-à-dire les données qui ont un component chronologique qui est important à la représentation de ces données. Alors, à gauche, j'ai représenté les données qui viennent du Internet of Things ou des sensor data. À droite, il y a des actions d'un utilisateur d'une application et en bas, le data financière. Alors, tous ceci sont des exemples de time series et Cassandra est très fort à représenter et lire ces données. eBay a aussi cité le support de Cassandra pour les déploiements multi-data center. Alors ici, dans ce transparent, j'ai essayé de dessiner un cluster Cassandra qui est parmi 4 data centers. Les deux en bas sont des data centers traditionnels lorsqu'on s'occupe des nœuds Cassandra on-premise. Et celui en haut sont les data centers dans le cloud, c'est-à-dire avec le Amazon Web Services ou le cloud Google. Et Cassandra peut supporter un déploiement comme ça qui a quelques data centers de cloud et quelques data centers traditionnels comme celui-ci. Ça marche très bien. C'est très flexible. Et quand on a un cluster comme ça, Cassandra veut être très faible avec l'utilisation de network, c'est-à-dire avec le bandwidth entre les data centers. C'est très cher, alors on veut le réduire, l'utilisation. Alors ce qu'on fait, si j'ai quelques réplicas dans un data center dans l'autre côté du monde, et je fais un change à une ligne de données, je vais envoyer one copy of that ligne à l'autre data center. Et le nœud qui le reçoit va le renvoyer aux autres copains dans son data center. Alors, au lieu d'envoyer 3 copies entre les data centers, j'en vois qu'une, puis ce qui le reçoit l'envoie aux autres. Alors, je vais vous expliquer comment Cassandra partage les données entre les nœuds qui comprisent un cluster. Alors, ce qu'on fait, on va
le distribuer par la clé primaire. Alors, si j'ai quelques lignes ici et j'ai une clé primaire qui s'agit du nom de l'utilisateur, je vais le prendre et je vais le hasher. Alors, on utilise par défaut le hash murmure qui transforme les clés dans un numéro de 64 bits. Alors, ce n'est pas important d'avoir un hash cryptographique parce que s'il y a des collisions, ça veut dire seulement que ces lignes vont être copiées au même réplica. Il n'y a pas de malheur qui s'agit des collisions de hash. Alors, on réduit les clés en des hashes, et puis on va donner aussi, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ce transparent, mais on donne aussi des numéros de 64 bits au nœud dans le cluster. On l'appelle un anneau de token. Alors, ici, j'ai donné le numéro 0 à le nœud A, et puis le numéro 4 au nœud B, et 8 à nœud C, et 12 à le nœud D. Alors, quand j'ai fait ça, je peux comparer le hash de la clé primaire au token que j'ai assigné au nœud dans le cluster. Alors, la ligne de Jim, on va mettre sur le nœud C et la ligne de Carol sur le nœud D, et ainsi avec Johnny et Suzy. Alors, c'est très... on appelle ceci le consistent hashing. Et on utilise le binary search pour déterminer quels nœuds vont être le réplica des lignes. Alors, ceci nous donne un seul nœud qui est réplica. Alors, on veut être plus flexible et plus général que choisir un seul nœud. On veut choisir, on veut avoir la réplication pour avoir une protection contre la défaillance. Alors, ce qu'on peut faire, une méthode simple, c'est de marcher autour de l'anneau, et on peut dire que le nœud A sera le deuxième réplica, le nœud B sera la troisième. Mais en production, on veut être un peu plus intelligent que ça, parce qu'on sait que dans les data centers, le rack est souvent l'unité de défaillance. Alors, quand il y a un problème avec l'électricité ou avec un network switch à une défaillance, on perd un rack entier. Alors, on veut être certain qu'on ne partage pas des réplicas. On ne veut avoir qu'une réplica chaque rack. Alors, on ne veut pas perdre plusieurs réplicas si on perd un rack. Alors, Cassandra, on peut enseigner à Cassandra où habitent les nœuds dans le data center, à quel rack ils appartiennent, et puis Cassandra va éviter d'avoir plusieurs réplicas du même ligne sur un seul rack. Alors, j'ai simplifié l'explication ici en s'agissant d'un seul token par nœud. En vérité, on a plusieurs tokens par nœud pour réduire la unité de partageance entre des réplicas. Alors, à droite, j'ai dessiné l'anneau des tokens avec 3 tokens par nœud. Et on va faire des centaines de tokens dans un cluster vrai. Alors ici, j'ai 80 tokens par chaque nœud. Alors, ce qui ça nous donne, c'est l'habilité d'ajouter des autres nœuds dans le cluster et de paralléliser
cette ajoutance parmi tous les réplicas existants. Alors, on appelle ceci le bootstrapping. Alors, voici un nœud qu'on ajoute et il va choisir quelques tokens de chaque autre nœud pour prendre à lui-même. Alors, les autres nœuds chargent ces données à le nouveau, et on appelle ça le streaming. Et puis, quand c'est fini, le nouveau aura la même taille des données que les autres qui existaient déjà. Alors, quand ce procès, during this process, il n'y a pas d'interruption au service. Alors, les nœuds qui existent déjà peuvent continuer à répondre aux clients pendant que le streaming est fait. Maintenant, je passe à un autre sujet. eBay a aussi dit que le support pour les comptes distribués était important en leur choisissance de Cassandra. Alors, ceci, ça peut apparaître un peu étrange parce que comptant les choses dans une base de données, c'est tout à fait facile avec les bases de données relationnelles. Alors, on dit update counter set column 1 equal column 1 plus 2. Voilà, c'est fait. C'est tout à fait facile. Mais ce qu'on perd quand on déménage à un système distribué comme Cassandra, on ne veut plus de maître. Alors, c'est-à-dire, c'est facile à compter dans un système comme une base de données relationnelle quand un nœud s'occupe de tous les changes. Mais quand on a un système comme Cassandra, quand on a des réplicas en Paris et aussi des réplicas en Londres et aussi des réplicas en New York, et on veut que tous ces réplicas peuvent s'occuper des changes et exchange their changes asynchronously. Quand on veut ça, c'est plus difficile de compter sans perdre des messages. Si je le faisais dans une façon naïve, si j'avais un client qui dit incrémente ce comptoir par 2 et un autre client qui incrémente par 2, alors si le valeur débutant c'est 3, alors ce réplica l'incrément à 5, celui-ci l'incrément à 5 aussi, et maintenant on a perdu le 2 parce que le vrai réponse devrait être 7. Alors, pour éviter ces race conditions comme ça, Cassandra a reparti les comptoirs entre une partition pour chaque réplica. Et le réplica devient le maître pour son propre partition. Alors, dans le comptoir qui est représenté à gauche en haut, nous avons une valeur de 3. Alors, le partition A a une valeur de 3, les autres partitions ont une valeur de 0. Alors, pour calculer la valeur de tout le comptoir, on ajoute ensemble les valeurs des partitions. Alors, la valeur du comptoir, c'est 3. À 3, on ajoute 2 à ce comptoir à 2 réplicas. Alors, le réplica A ajoute 2 et son partition devient 5. Le réplica B ajoute 2 et son partition devient 2. Alors, jusqu'à maintenant, le réplica C n'en sait rien. Il croit que la valeur du comptoir est toujours 3. Mais après avoir processé leurs incréments, les nœuds A et B partagent ce qui s'est passé avec les autres nœuds dans le cluster. Alors en bas,
tous les réplicas savent que le valeur du comptoir, c'est 7, de 5 dans la partition A et 2 dans la partition B. eBay a aussi cité le support d'Hadoop de Cassandra. Alors, ceci s'agit de plus que le input format. Alors, avoir un input format pour faire le MapReduce, c'est facile, mais ce qui permet Cassandra, c'est de diviser le cluster entre des nœuds verts ici, qui sont pour les requêtes analytiques d'Hadoop, et des nœuds bleus qui sont pour les requêtes operational de Cassandra. Alors, Cassandra s'occupe de réplication entre ces deux divisions du cluster. Alors, par exemple, si on avait un site comme Amazon, où on permet les utilisateurs d'acheter des DVD, il veut montrer que les gens qui ont acheté un DVD de Astérix ont aussi acheté un DVD de Lucky Luke. Et cette relation est difficile à calculer avec Cassandra seulement. Alors, ce qu'on fait, on réplique les achats, le record des achats aux parties du cluster d'Hadoop. Et Hadoop peut calculer de ceux qui ont acheté ceci, ont aussi acheté cela. Et puis, on réplique ces calculations à la côté de real-time qui peut le servir aux clients qui demandent à voir la page du DVD de Astérix. Le deuxième use case dont je veux parler, c'est de Adobe. Ils ont fait un produit qui s'appelle Audience Manager, qui est un content management system on-demand, c'est-à-dire software as a service. Alors, ils font des analytiques, des content management dans le cloud pour leurs clients. Alors, ils ont choisi Cassandra pour quelques d'autres raisons, à part de celui qui a mentionné, que eBay a cité. Et le premier parmi les raisons pour Adobe, c'était la latence faible qu'on trouve avec Cassandra. Alors, ceci sont les latences des lectures dans un déploiement de production de Cassandra. Celui-ci n'appartient pas à Adobe, mais c'est un cluster en production. Et on voit que le 95e percentile des requêtes sont moins d'un demi-milliseconde. Alors, c'est-à-dire à peu près 450 microsecondes. Alors, c'est pas mal. Il y a quelques collignes de haute latence, mais la haute latence, ce n'est que 550 microsecondes. Alors, c'est toujours pas mal. Et on travaille toujours à réduire la latence et l'écart type des requêtes dans la version suivante de Cassandra, c'est-à-dire la version 2.1 qui va arriver dans mai. On a travaillé de réduire la latence, surtout avec les opérations comptoirs. Alors, j'ai décrit les opérations comptoirs avec les partitions par réplica. Un problème avec l'architecture des comptoirs, c'est pour chaque requête, pour chaque lecture d'un comptoir, il faut sommer les partitions. Alors, cette sommation peut augmenter la latence. Alors, on a changé l'architecture pour le 2.1.
Alors, vous voyez que l'écart type pour 2,1 dans orange, c'est beaucoup plus constant comparé aux version 2.0 qui est en bleu. Alors, une chose qui arrive quand on a un système distribué, c'est que les réplicas ils divergent l'un à l'autre de ce qu'ils croient contient le base de données. Alors, par exemple, si j'ai 3 réplicas et un réplica est trop chargé pour processer un change à une ligne, il va l'oublier, il ne va pas marquer cette change. Et il faut que les autres répliques lui disent plus tard ce qu'il a raté. Alors, une façon qu'on fait ça en Cassandra, c'est qu'on appelle le repair. Alors, ce qu'on fait, on prend les tables et les données dans les tables et on fait un arbre des haches. Alors, si vous connaissez le rsync, c'est un conseil pareil parce que le rsync veut transmettre à le network seulement les haches des data. Il ne veut pas transmettre tous les fichiers s'ils sont déjà pareils. Alors ceci, c'est la même concept, mais c'est un peu plus avancé parce que au lieu de calculer un hash pour quelques kilos de data, de données, on fait un arbre. Alors, ce qu'on fait, on commence avec un bloc des lignes et on le fait un hash. Alors, ce sont les objets carrés dans l'arbre. C'est un hash d'un bloc des lignes. Puis, on peut combiner 2 blocs. On peut hacher les hashes des blocs ensemble pour faire le parent dans l'arbre et ainsi jusqu'à ce qu'on arrive au sommet avec un seul hash qui représente toutes les données dans cette table. Alors, les réplicas peuvent échanger ces arbres et ils peuvent comparer le sommet de l'arbre et si les hashes sont pareils, ils peuvent croire que tous les contenants sont aussi pareils. Mais si les haches du sommet ne sont pas pareils, il peut regarder à l'enfant à gauche et aussi à l'enfant à droite pour savoir d'où vient le inconsistency. Alors, c'est très faible à l'utilisation du network parce qu'on doit transmettre seulement ce qui est vraiment différent, les lignes qui ne sont pas à un réplica ou l'autre. Mais il y a un problème avec cette architecture. C'est que chaque fois qu'on fait le repère, on doit calculer l'arbre de toutes les données qui existent pour ce table. Alors, quand on a 1 Tera de données, ça prend 5 heures peut-être. Si on a dans un an, on a 2 Tera, ça va prendre 10 heures. Alors c'est linéaire avec le taille des données qui contiennent les réplicas. Alors ceci c'est l'architecture de 2.0. Pour la version 2.1, on va remarquer quand on a déjà repéré quelques lignes, on va se souvenir que c'est déjà repéré. Alors, on va seulement calculer l'arbre des haches pour les données qui ne sont pas déjà repérées. Alors, comme ça réduit le temps pour faire l'opération repère de seulement le données qui est changé ou ajouté depuis le repère précédent. Enfin, le troisième use case dont je veux parler, c'est celui de Instagram.
Ils ont fait un interview avec le Planet Cassandra il y a quelques mois qui était très intéressant. Ils parlaient de remplacer le Redis avec Cassandra. C'est un interview intéressant. Ils ont choisi Cassandra pour aussi d'autres raisons qui sont un peu différentes de celui de eBay et de Adobe. Alors, une de ces raisons, c'était que le Cassandra, c'est une architecture durable. Alors, ce que je veux dire là, c'est que quand j'ai donné une ligne de données à Cassandra, et Cassandra me répond, oui, c'est réussi, même si je perds s'il y a une défaillance de pouvoir dans le data center ou n'importe ce qui arrive, quand le pouvoir revient, quand Cassandra redémarre, les données, la ligne que je lui ai donnée sera toujours là. Alors, le moyen que Cassandra accomplit ceci, c'est que chaque ajoutance ou changement d'une ligne est écrit d'abord à gauche ici dans un commit log. Alors le commit log, c'est un fichier à disque qui on augmente seulement ce fichier. On n'écrit jamais une partie du fichier qui est déjà écrit. Alors there's no overwrites, it's an append-only commit log. Alors comme ça, même sur les disques mécaniques, c'est très performant. Pas besoin de faire des seeks au disque. Alors, d'abord, on ajoute au commit log, puis on écrit un nom ici dans ce qu'on appelle un memtable. Alors, si je change une colonne d'une ligne, j'ajoute seulement le colonne changé au commit log et au memtable. Alors, je n'ai pas besoin de lire la ligne existante. Je change le colonne changé, je l'écris et c'est tout. Pas besoin de faire des lectures. Alors, quand j'ajoute d'autres lignes et je change d'autres lignes, le memtable se remplit. Et quand il est tout à fait rempli, je l'écris à disque, vers un fichier de Cassandra natif. Et quand c'est écrit à disque, on n'a plus besoin du commit log parce qu'on n'a plus besoin de le lire quand Cassandra redémarre parce qu'on a déjà écrit tout ce qui était dans le commit log dans un fichier à disque. Alors, les écrits en Cassandra sont performants parce qu'on n'a pas besoin de faire des lectures pendant qu'on écrit des changements et aussi durables. Instagram a dit qu'ils ont 6/9 de disponibilité avec Cassandra. Alors, je veux parler un peu de comment Cassandra accomplit ceci. Quand un client veut lire une ligne de Cassandra, il envoie sa requête à un nœud dans le cluster, n'importe quel nœud, ce n'est pas important. On appelle le nœud qui reçoit la requête le coordinator. Alors, chaque nœud peut être coordinator et c'est une recommandation, c'est un best practice que les nœuds partagent les sessions de coordinator pour faire du load balancing. Mais n'importe quel nœud, il reçoit la requête et à cause du consistent hashing que j'ai expliqué dans l'autre transparent, le coordinateur sait où habite la ligne dans la requête. Alors, il peut choisir entre les réplicas, il sait laquelle est moins chargée, il va donner la requête à la réplica moins chargée. Puis la réplica répond au coordinateur et le coordinateur répond au client. Alors c'est
tout à fait simple. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qui arrive quand il y a une défaillance. Alors, quand il y a des défaillances dans le cluster, les autres nœuds apprennent de cette défaillance et ils ne vont plus donner des requêtes aux nœuds qui sont trop chargés ou qui ne marchent pas, qui ont perdu le network ou n'importe quelle défaillance. Mais il prend quelques secondes pour apprendre des défaillances. Alors, il peut arriver que le coordinateur donne la requête à la réplica avant qu'il sache qu'il y a un problème. Alors, il y a une défaillance après avoir envoyé cette requête. Alors, dans des versions de Cassandra avant le 2.0, le coordinateur auront répondu au client avec une erreur, c'est-à-dire un timeout. Et il dit au client, j'ai essayé de chercher cette ligne que tu m'as requêtée, mais le réplica ne m'a pas répondu, alors je ne sais pas la réponse. Voilà l'erreur de timeout. Mais maintenant, ce qu'on fait depuis 2.0, c'est-à-dire en septembre, on a la version 2.0, quand il y a une défaillance, le coordinateur va réessayer cette requête à une autre réplica. Alors, on peut le sauver, la requête, et on peut réussir à retourner la ligne à la client. Alors, pour voir le effet de ce change dans Cassandra, ici, j'ai la ligne bleue qui représente les versions avant 2.0, c'est-à-dire la version 1.2. Alors, ici, j'ai tué un nœud après la moitié de ce test. Alors, vous voyez qu'avec le 1.2, le performance réduit à 0 jusqu'à ce que les autres nœuds dans le cluster apprennent de la défaillance. Et puis, ils récupèrent. Mais avec la protection immédiate des lectures, il y a une baissance de performance parce qu'il faut réessayer les requêtes à un réplica qui marche bien, mais il ne tombe pas à 0, il tombe par peut-être 20%. Alors, c'est ainsi que Cassandra peut donner de la disponibilité même quand il y a des défaillances. Alors, jusqu'à le commencement de 2.0, les intérêts de Cassandra sont été de donner la haute performance, la disponibilité et la scalabilité. Mais avec 2.0 et maintenant avec 2.1, on s'intéresse aussi à la productivité et la simplicité. Alors, on a ajouté ce qu'on appelle le Cassandra Query Language, le CQL. Alors, le code ici à droite, c'est le CQL ainsi que le SQL. Alors, il y a beaucoup de relations du CQL à le SQL, mais il y a des différences. La différence le plus important, c'est qu'il n'y a pas de jointilleur dans le CQL. Parce que Cassandra est un système distribué, on veut éviter avoir besoin de combiner les données de plusieurs nœuds. On veut répondre aux requêtes après avoir demandé à un seul nœud. Alors, éviter les jointures nous permet de requêter à un seul réplica. Alors, au lieu de faire des jointures, on encourage les dénormalisations. Et on évite aussi les transactions, sauf pour ce qu'on appelle les transactions légères, ce que je vais décrire bientôt.
Mais pour faire les dénormalisations, Cassandra vous donne des outils pour simplifier ce que vous avez besoin à faire. Par exemple, si je veux représenter des utilisateurs dans mon application qui ont plusieurs des adresses courriels, avec une base de données relationnelle, je ferai une autre table et je ferai une jointure de l'un à l'autre. J'ai un relationship many-to-one des adresses à utilisateurs. Mais ce qu'on fait avec Cassandra, on n'a pas de jointure, alors Cassandra donne ce qu'on appelle les collections pour faire la dénormalisation. On peut mettre ces adresses dans une seule colonne qui est du type set. Alors, Cassandra donne des maps, des listes et des sets comme valeur collection pour faire des dénormalisations. Alors, on ajoute des valeurs à un set comme ça. On utilise une notation avec des brasses comme un set mathématique. Et ça marche bien, même s'il y a des clients multiples qui ajoutent plusieurs éléments du set avec des réplicas différents. Alors, Cassandra sait bien combiner les entrées dans le set, même s'il arrive simultanément à d'autres réplicas. Eh bien, Cassandra, j'ai dit que Cassandra ne supporte pas les transactions, mais parfois on en a besoin. Alors, par exemple, si je permets aux utilisateurs de créer un compte dans mon application, ce qu'on fera avec Cassandra, on demande au serveur si la ligne existe déjà, et s'il n'existe pas déjà, on va l'insérer. Mais si deux clients font ce algorithme à la même fois, on va avoir un problème. Alors, le premier client demande à Cassandra est-ce que la ligne existe. Cassandra répond non, il n'y en a pas. La deuxième demande aussi est-ce qu'elle existe. Cassandra répond non. À la fois, le premier client insère sa ligne et la deuxième aussi. Et c'est la deuxième qui va gagner et j'ai introduit une corruption à mon application parce que le premier croit qu'il a créé son compte, mais en vérité, la deuxième l'a pris. Alors, autrefois, avant la version 2.0, on était obligé de faire des opérations comme ça avec un lock manager, souvent avec MySQL ou avec Redis, mais il y a beaucoup de problèmes avec cette approche parce que si le client a une défaillance pendant qu'il tient le lock, il faut décider combien de temps attendre avant de casser le lock. Alors, et beaucoup de problèmes arrivent avec cette approche. Alors, nous avons ajouté ce qu'on appelle la transaction légère et comme ça, avec le insert, on ajoute les mots if not exists. Et on a généralisé cette approche à les changes aussi, les updates. On peut dire update if column 1 equals expected value. Alors on fait une combinaison de insert et de lecture ou de update et de lecture dans une seule opération. Et comme ça, avec le premier client, Cassandra va répondre que vous avez réussi, mais avec la deuxième, il va répondre non, vous n'avez pas réussi, et voici la ligne qui existe que vous n'avez pas anticipée. Alors maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez essayer avec un insert d'une autre ligne ou peut-être vous voulez changer la ligne qui existe. Alors, c'est au client maintenant de décider ce qu'il veut faire.
L'implémentation des transactions légères s'agit d'un algorithme qui s'appelle Paxos. Alors, cet algorithme, c'est un peu compliqué, mais pas aussi compliqué que vous l'avez entendu. Et il y a un papier qui s'appelle Paxos Made Simple, qui décrit très bien comment implémenter cet algorithme. Alors, le propriété plus importante de Paxos pour Cassandra, c'est que it's a quorum-based protocol. C'est-à-dire, même s'il y a des défaillances dans le cluster, je peux faire du progrès avec mes opérations Paxos, mes transactions légères, même s'il y a quelques défaillances. Mais aussi, ce qui est important de savoir, c'est ce que j'ai écrit au fond ici, en bas, c'est-à-dire qu'il y a 4 round trips pour chaque transaction légère. Alors, on peut croire ainsi que la latence augmente par 4 fois. Alors, les gens qui ont l'expérience entreprise avec Oracle et de tels systèmes, quand ils voient les transactions légères, ils veulent bâtir toute l'application avec les transactions légères. Mais il ne faut pas faire ça parce que la performance va réduire par 4 fois. Alors, on vous provide les transactions légères quand on a absolument besoin, mais quand on n'en a pas besoin, il faut les éviter. Dans la version 2.1, on ajoute ce qu'on appelle les User-Defined Types. Alors, les collections que j'ai décrites ne peuvent pas contenir d'autres collections. Si on ne fait pas un User-Defined Type, alors un map ne peut pas contenir une liste ou un set, mais si on crée un type comme celui-ci, ici je crée un type d'adresse, et puis l'adresse contient un set des numéros de téléphone, et je peux utiliser ce type d'adresse dans un map dans ma table des utilisateurs. On ajoute aussi l'indexation de collections dans la version 2.1. Alors, je crée un index sur mes tags de mes chansons ici. Et puis, je peux faire le select where tags contains blues. Alors, nous avons ajouté un nouveau keyword à CQL, le keyword de contains. On aura pu le faire à travers en disant where blues in tags. Alors, comme ça, on n'a pas besoin de nouveaux keywords. On utilise le keyword in. Mais on a choisi d'ajouter le nouveau keyword parce que les maps contiennent des clés et aussi des valeurs. Alors, on a décidé que le keyword contains va s'agir des valeurs. Et si tu veux indexer les clés aussi, tu dis select where tags contains key et puis la clé que vous cherchez. Alors, on anticipe la version 2.1 dans mai. Le bêta 1 est disponible déjà. Il y aura un bêta 2 la semaine prochaine. Alors, ça marche très bien, la version 2.1. Et je peux prendre quelques questions. Vous avez très bien compris ou bien vous n'avez pas très bien compris? Dans ce que tu as montré qu'avec CQL, il y avait un retour du schéma dans les données qu'on va stocker dans Cassandra. Et au début, tu as dit que c'était très utile pour stocker des time series. Ouais. Où justement le fait qu'il n'y avait pas de schéma était donc une force de Cassandra. Est-ce qu'on peut toujours
utiliser ce modèle-là et du coup ne pas utiliser CQL pour faire du Cassandra? Oui, la réponse bref, c'est que tout ce qu'on pourra faire avec le API de Thrift, on peut faire avec le CQL et le time series aussi. Alors, je ne peux pas l'expliquer dans une minute, mais il y a moyen d'indiquer à Cassandra comment on veut, how you want it to sort les données dans une partition. Et comme ça, on peut mettre les données chronologiquement par partition. Tu as montré le schéma où s'il y a une défaillance lors d'une écriture, vous avez amélioré les choses pour que ça ne prenne pas trop de temps et qu'on essaye sur un deuxième. La question que je me pose, c'est pourquoi pas a priori attaquer directement sur 2 serveurs, comme ça s'il y en a un qui tombe, il y a l'autre qui répond, et c'est le premier qui répond qui a gagné. Je n'ai pas bien compris la question, désolé. Quand tu attaques un serveur, si lui se met à cracher, tu vas Oui. t'en rendre compte et tu vas essayer un deuxième serveur pour récupérer la donnée. Et du coup, ça entraîne une petite latence pour Oui. compenser. Une autre stratégie consisterait à, dès le début, non pas attaquer sur un serveur, mais attaquer sur 2 serveurs simultanément, en disant Oui. les 2 ne vont pas tomber au même moment, Oui, donc il y en a bien un des 2 qui va remonter, et du coup, je vais améliorer ma latence. Oui, alors ce que vous décrivez, il y a un trade-off entre le throughput et la latence quand il y a une défaillance. Alors, quand je fais 2 requêtes simultanément à 2 réplicas, alors j'ai réduit le throughput par un moitié. Alors, c'est une option. On peut exiger de Cassandra de faire ce que vous décrivez, mais le défaut, c'est de faire des requêtes supplémentaires dans les 1% des requêtes les plus lentes. Alors, comme ça, on réduit le throughput par 1%. C'était par rapport au compteur, puisque vous avez dit qu'on fait la somme des différents compteurs. Et je me posais la question justement s'il y a un nœud qui tombe, finalement, on n'a pas la valeur de sa partition du compteur, et du coup, notre compteur il risque d'être complètement faux. Désolé, vous parlez trop vite pour moi. When you have counters, you have different partitions of the counter, and you do the sum. But if one node is down, then your sum will be false. Non, parce que les comptoirs répliquent leur valeur à les autres réplicas. Alors, j'ai un peu de temps. Les répliques, le réplica C, il sait aussi les valeurs des réplicas A et B aussi. Alors, même si le nœud A a une défaillance, on peut le sommer à les autres réplicas. Dernière question. Bonjour, est-il prévu d'autres fonctionnalités comme les transactions légères pour aller vers quelque chose comme du New SQL ou SQL? Eh bien, ouais, je suppose. Une autre question. Oui, bonjour. Pour les transactions légères, vous avez parlé d'un maître. Donc, on coupe un peu le principe de Cassandra où on n'a pas de notion de maître. On n'a pas de notion de maître et donc d'où les performances qu'on peut atteindre. Dans les transactions légères, on a vu qu'il y avait un maître et comment on décide de ce maître finalement? Avec les transactions légères, il n'y a toujours pas de maître. Alors, il y a ce qu'on appelle le Paxos Leader, mais s'il y a une transaction partielle qui est écrite à quelques répliques, mais pas les autres, quand on essaie une autre transaction légère aux mêmes partitions, le nouveau leader est obligé de finir d'abord ce qui est déjà commencé.
Alors, c'est un peu comme two-phase commit, mais il y a d'autres informations qui permettent des autres leaders de finir des transactions incomplètes. Merci beaucoup. To the night of my